Nous, la remise en question, elle est permanente, hein. Et de temps en temps, je pense que les joueurs pourraient prendre un petit peu exemple sur nous. Quand je vois un peu là, les joueurs qui s'entraînent un peu à moitié, qui ont tendance un peu à se relâcher. Parce que derrière, si on fait à moitié les choses, il y a souvent des buts, hein. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans La Voix des Gardiens, le podcast qui plonge dans leur univers. Pendant la saison 1, mes 10 premiers invités se sont livrés avec sincérité et bonne humeur sur leur carrière, avec des anecdotes, des confessions et même parfois des conseils. La saison 1 s'est concentrée sur le football, mais la famille des gardiens est bien plus vaste et réunit plusieurs sports. Nous le verrons dans cette nouvelle saison. Un poste à part, diront certains, pour les fous, diront d'autres, mais avant tout indispensable dans une équipe. Et c'est pour ça que j'ai voulu interroger les spécialistes du poste. Si vous découvrez cette série d'entretiens grâce à cet épisode, la saison 1 vous attend. Pour la réécouter, on se retrouve sur les plateformes d'écoute et sur les réseaux sociaux. Bonne écoute! Et pour ce nouvel épisode de La Voix des Gardiens, je rencontre un gardien aux plus de 500 matchs professionnels, en Ligue 1, en Ligue 2, parfois à jouer le maintien ou parfois la Coupe d'Europe. Aujourd'hui, c'est l'entraîneur des gardiens de Strasbourg, il nous reçoit au centre d'entraînement. Bonjour Stéphane Cassard. Bonjour à vous. On va évoquer ta carrière de joueur, les clubs où tu as joué et comment tu t'es adapté aux différents objectifs. On verra comment tu l'as vécu en tant que gardien, on évoquera aussi ton actualité avec Strasbourg, mais également tout ce qui s'est passé avant ton retour en Alsace, à Valenciennes, mais surtout à l'OM de Bielsa et de Rudy Garcia. Mais avant ça, première question, c'est quoi un bon gardien en 2024 ? C'est un gardien complet, mais je crois que ça l'a toujours été. Alors c'est sûr qu'aujourd'hui, il y a eu des évolutions, ça c'est clair, mais je crois que il faut être complet, hein, que ça soit pied-main. Alors on a une tendance à beaucoup parler du jeu au pied, donc ce qui est vrai, hein, parce que il y a quelques lois qui ont fait évoluer le jeu. Donc on va dire qu'aujourd'hui c'est un gardien complet, avec peut-être un plus sur le jeu au pied. Toi, qu'est-ce qui te plaisait le plus dans le poste de gardien ? C'était le jeu. Et c'est vrai que moi, par rapport au jeu au pied, j'ai toujours aimé ça. Parce que au centre de formation à Sochaux, on intégrait déjà aussi tout ce qui est petits jeux. Donc j'ai toujours été animé par le jeu. Et je trouve que tout ce qui a été loi, qui est passé, passe en retrait, j'ai toujours trouvé ça bien pour le gardien. Parce que ça nous permettait aussi d'être encore plus dans le jeu et encore plus concerné par le jeu. Tu parlais du centre de formation à Sochaux, mais avant ça, comment t'es devenu gardien ? T'as toujours été gardien ? Presque, presque. Après, je faisais un petit peu les deux, attaquant avec mon frère. J'étais surclassé en pupille, donc je jouais avec mon frère en pupille. En poussin, je jouais gardien de but. Moi, je suis ici d'une famille qui a fondé un club amateur, donc je suis un petit peu comme Obélix, je suis un peu tombé dedans. Qu'est-ce qui était le plus important pour toi ? Ce que tu as tout de suite compris qui allait être important pour être un bon gardien quand tu étais en jeune et en grandissant ? Travailler. Travailler pour réussir parce qu'on sait que c'est un poste difficile, mais j'ai toujours aimé ça en fait. La responsabilité assez jeune. J'ai toujours eu un coach spécifique dès mes 12 ans et on travaillait déjà beaucoup avec des approches déjà modernes du poste. Quand tu dis approche moderne du poste, c'était dans les années 90. Qu'est-ce qui était novateur dans les années 90 et qui aujourd'hui est récurrent et commun à tous les clubs ? Dans le jeu au pied, dans la relance du jeu au pied, dans le souci de bien relancer, et puis dans l'approche du travail. On travaillait aussi avec des contrastes, des fois dans un bac à sable sur le terrain. On travaillait aussi avec un rebondeur pour travailler tout ce qui était ballon, réflexe et tout. Donc voilà, c'est des choses que nous, entraîneurs gardiens, on travaille aussi beaucoup. Il y a des outils qui nous aident aussi. Et c'est vrai que pour l'époque, c'était avancé par rapport à ça. Comment se lance ta carrière ? Parce que tu es né à Montbéliard, tu es formé à Sochaux, tu fais ton premier match à Sochaux. C'était quelque chose de rêvé pour toi ou c'est une suite les choses ont fait que c'était une suite logique ? Bah forcément, quand on est formé dans un club, on a envie de démarrer avec, hein, ça c'est une évidence. Et c'est vrai que moi, c'est démarré très très vite, mais comme beaucoup de gardiens, c'était pas forcément programmé tout de suite, tout de suite. Mais voilà, le numéro un était blessé. Moi, j'ai fait la Coupe du Monde militaire, j'étais au bataillon de Joinville.
Je suis rentré de la Coupe du Monde et puis on m'a dit, bah, tiens, c'est toi qui vas faire le premier match. Il y a eu pas mal de gardiens comme ça à l'époque qui sont lancés un peu comme ça, Fabien Barthez, Lionel Letizy, Greg Coupet. Mais souvent, gardien comme ça, voilà, ça peut aller très très vite. Et par rapport à ce lancement, est-ce que, ce lancement de carrière, comment tu l'as vécu? Est-ce que ça s'est tout de suite bien passé? Ou alors parce que les gardiens, dans les précédents épisodes parlaient de la difficulté à confirmer. Toi, c'était quoi? C'était le lancement ou la confirmation qui était plus Ouais. difficile à gérer? C'est souvent la confirmation parce qu'en fait, quand on commence, bon, on ne vous connaît pas trop. Et puis après, bah, on n'attend pas forcément beaucoup de choses de vous. Que ce soit pour un gardien ou pour un joueur, je crois que c'est la même chose. On dit tout le temps, ouais, la deuxième saison, mais peut-être encore plus aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, ben, tous les matchs sont télévisés, tout est détaillé, tout est épié. Donc, de toute façon, il faut bien commencer, hein. Donc, et après, une fois qu'on y est, il faut être capable d'y rester. Passé, cette période à Sochaux, tu signes au Havre, tu signes à Montpellier. Montpellier, au moment-là, c'est passé un cap. Comment ça se fait dans ta réflexion de carrière? Bah, à l'époque, Montpellier avait pour aussi ambition de jouer l'Europe. Donc forcément, c'était une opportunité. Donc en fait, c'est ça, hein, que ça soit gardien ou attaquant, défenseur et même coach aujourd'hui. C'est en fonction des opportunités qu'on peut avoir. Avec un premier match, difficile avec Montpellier sous la neige, c'est ça? Et exactement, exactement. C'était en Coupe de la Ligue. C'était tempétueux, mais on était passé et c'était un match particulier. Mais bon, moi, je venais de Montbéliard, donc on a eu l'habitude de faire quelques matchs sous la neige avec le C Sochaux aussi. Est-ce que c'est un avantage quand on est gardien, des fois sur certains matchs où il fait froid, qu'on touche peu de ballons, est-ce que ça peut être un avantage, au moins pour rester concentré? Bah, le fait de connaître les conditions et d'avoir déjà joué, ça aide. Et moi, c'est vrai que je connaissais ces conditions de jeu et donc on n'est pas surpris. Donc forcément, ça aide pour rester dans le match parce que c'est vrai que c'était des conditions extrêmes et je pense qu'aujourd'hui, c'est peut-être pas un match qu'on aurait pu jouer, quoi. Est-ce qu'on joue différemment en fonction de la météo, si on prend vraiment le poste de gardien? Est-ce qu'il y a des adaptations, à Ouais. avoir? Il y a une approche qui peut être différente, hein. En tout cas, il y a une vraie adaptation par rapport à des terrains plus ou moins glissants, plus ou moins. Pour moi, les conditions les plus difficiles, c'est sur les terrains secs et avec le vent. Parce que la trajectoire est freinée, la trajectoire est différente. Quand c'est sec, le ballon ne fuse pas, donc ça va moins vite. Et maintenant, on joue quand même sur des bonnes pelouses en général. Elles sont quasiment toutes arrosées, donc c'est moins le cas aujourd'hui. Mais en tout cas, ces conditions-là pouvaient être un peu plus défavorables pour nous, mais pour les joueurs aussi, hein. Ensuite, il y a ce passage avec la Coupe d'Europe. Comment tu appréhendes la Coupe d'Europe? Qu'est-ce qui t'étonne le plus quand tu découvres la Coupe d'Europe par rapport à la Ligue 1? Tu commençais à être un gardien de Ligue 1 confirmé. Qu'est-ce qui était vraiment différent en Coupe d'Europe? Bah, c'est un niveau supplémentaire. On le voit de toute façon. Tous les joueurs qui ont joué en Coupe d'Europe le disent, hein, c'est un palier supplémentaire. Donc voilà, parce qu'on on joue contre des joueurs bah, qui voient plus vite, que techniquement c'est plus fort. Donc tout va plus vite, quoi. Donc c'est toujours intéressant de pouvoir ben, jouer ces matchs-là. Sur la Coupe d'Europe, il y a une autre Coupe d'Europe, c'est avec Strasbourg, quelques années plus tard. Vous la jouez, vous descendez dans la foulée sur la même saison. Est-ce que ça a pu jouer, quand on parle de l'enchaînement des matchs, pour des Mhm. clubs qui sont moins préparés à ça, est-ce que ça peut jouer? C'est évident. C'est évident que ça joue sur un effectif. Suffit bah, qu'on ait un ou deux blessés. Il y a de la fatigue, il y a de l'accumulation qui se fait sur voilà, fatigue, blessure, suspension. Alors, est-ce qu'au départ, l'effectif était vraiment bien fait pour jouer les deux compétitions? C'est jamais facile, c'est jamais facile. Et c'est vrai que pour des équipes qui ne sont pas toujours habituées à jouer justement la Coupe d'Europe, c'est un peu plus difficile parce que dans les clubs où ils ont vraiment l'habitude, la gestion est certainement différente. Mais quand on parle de fatigue, c'est la fatigue d'enchaîner les Bien matchs sûr. ou c'est la fatigue des déplacements aussi et de couper la semaine de travail? Non, c'est le fait d'enchaîner les matchs, c'est clair. Après, les déplacements, ça fait partie du job. Mais c'est plus l'enchaînement. Et après, c'est la fatigue psychologique, mentale et physique. On a parlé d'une relégation, tu en as connu 5. Mm. Est-ce que, c'est anecdotique pour toi ou est-ce qu'elles t'ont toutes marqué ou différemment?
Non, c'est à chaque fois différent, mais on le sait quand on joue dans un club qui est plutôt, qui joue plutôt le maintien, on sait que on va être amené à faire des matchs très difficiles et on s'aperçoit aussi que c'est aussi difficile parce que tous les matchs bah, sont importants et voilà, donc ça fait partie d'une carrière. Je crois qu'on peut pas y échapper, sauf si on joue dans des top clubs. Donc voilà, il faut savoir gérer ça. Toi qui as joué la Coupe d'Europe et le maintien, c'est plus dur de jouer le maintien ou c'est plus beau de jouer la Coupe d'Europe? S'il y a une échelle à avoir entre ces deux choses-là? Ouais, c'est dur de jouer le maintien. C'est dur de jouer le maintien parce que, comme je vous l'ai dit, chaque match est très, très, très important. Et on sait que nous, en plus gardien de but, on a un poste bah, qui est décisif. Donc, on sait que si il y a une petite erreur qui coûte derrière, après, pour revenir, ça peut coûter un match. Donc, on sait que c'est précieux. Donc je trouve que le maintien est plus dur. On en discutait là l'année dernière aussi, je discutais beaucoup avec Mats de ça par rapport au fait que quand on joue en haut, quand on a de la marge, il y a une approche qui est quand même un peu différente. Pour un gardien, quand on vous le maintient, c'est mentalement que c'est pesant, c'est usant d'être concentré avec cette chape de plomb de l'erreur ou pas? Ben, c'est pour le gardien et pour l'équipe, hein. Mais c'est vrai que comme tu l'as dit, on a un poste bah, qui est décisif, hein. Donc souvent, quand il y a une petite erreur qui est faite, alors de temps en temps, il y a un défenseur qui peut intervenir. Mais voilà, on va dire que l'erreur, mais ça, c'est pas nouveau. L'erreur au poste de gardien de but est souvent plus conséquente qu'une erreur qui se fait au milieu de terrain ou devant. Toi, personnellement, tu préférais un match avec peu de ballons, c'est-à-dire dans une équipe qui dominait comme dans lesquelles tu as joué, ou alors un match où tu étais bombardé pendant tout le match, personnellement? Je crois qu'il faut être capable de s'adapter à chaque match et à chaque condition. C'est souvent aussi, on peut avoir un feeling après un premier ballon touché, et ça peut être au bout de 15-20 minutes, et ça peut être au bout aussi de 30 secondes. Donc, bon, voilà, c'est différent. L'approche est différente. On parlait de maintien, il y a eu aussi avec Strasbourg une victoire en Coupe de la Ligue. Tu l'as pas joué cette épopée en Coupe de la Ligue. Est-ce que c'est un regret ou alors c'était établi d'avance et tu étais heureux de cette saison-là quand même? Non, non, c'est pas du tout un regret. On a vécu une super aventure. Moi, j'étais numéro un en championnat. Donc les choses étaient établies dès le départ. C'était clair et net. Donc, il y avait, non, non, j'ai vécu les deux choses de la meilleure des façons. Sur la saison 2005, tes meilleurs gardiens France Football. Dans un précédent épisode, Geoffrey Jourdain, lui, a été meilleur gardien une saison en Ligue 1. Il regrettait et il trouvait peut-être anormal de ne pas avoir eu de présélection en bleu sur cette période-là. Est-ce que toi, avec le recul sur cette saison-là 2005, est-ce que tu as un regret au moins d'une présélection ou comment tu te positionnais par rapport à l'équipe de France? Non, non, je pense qu'il faut pas avoir de regrets sur une carrière. Il faut être lucide par rapport à la carrière qu'on a fait. Il y a eu des hauts et des bas. Et je crois qu'à un moment donné, si on doit y aller, c'est qu'on le mérite. Et si on n'y va pas, moi, je me suis arrêté à la case espoir. Donc voilà, c'est que si je me suis arrêté là, c'est qu'il y avait forcément des manques. Tu as pu les analyser avec le recul ou dès le moment présent, tu voyais ce qui te manquait par rapport aux autres gardiens de ta génération qui, eux, étaient en équipe de France? Forcément, il faut être lucide par rapport à ce qu'on fait. Et puis après, il y a aussi la période où on est bon. Peut-être que devant, il y a aussi des meilleurs gardiens. Donc voilà, il y a des gardiens comme, je prends comme Ter Stegen qui a mis beaucoup de temps à être numéro un en Allemagne. Et c'est même pas encore un vrai numéro un parce qu'il y a Neuer. Et lui, la seule malchance, c'est d'avoir Neuer devant lui. Donc ça aussi, ça en fait partie. Donc moi, à l'époque, il y avait de très bons gardiens en France, comme il y a toujours eu. Donc, ils étaient forcément meilleurs que moi. Justement, tu parlais de génération de gardiens dans ta génération des années 90 et même après, il y avait une génération de gardiens en France en Ligue 1 qui était qu'on connaissait. C'est peut-être un peu moins le cas. Il y a eu l'arrivée aussi en France de gardiens étrangers. Comment tu l'expliques ça? Ouais, il y a un petit peu plus de gardiens étrangers, mais je me souviens d'avoir été questionné sur l'après Hugo Lloris en équipe de France et l'après Steve aussi. Moi, je trouve qu'il y a une très très bonne génération. Il y a toujours eu de très très bons gardiens dans la Ligue 1 et en championnat de France. La seule différence,
c'est qu'en France, on a toujours beaucoup bossé la formation des gardiens de but. Et je pense que la différence, c'est que les autres clubs s'y sont mis aussi, dans tous les clubs, hein, beaucoup en Europe et partout. Et je pense qu'ils ont finalement comblé un petit peu le retard. Et après, ben, on a vu émerger des gardiens, des très bons gardiens venus d'Europe, de partout quasiment. Donc, moi, je pense que c'est plus dû à ça. Parce qu'en France, on s'est mis très tôt sur la formation gardien de but, qu'à l'étranger, c'était moins vrai. Donc aujourd'hui, hein, on peut regarder hein, Maignan avec Brice Samba, avec Alphonse Areola, avec le petit reste, avec Chevalier. Donc là, j'en cite cinq, hein, et c'est des top gardiens, hein. Et en équipe de France, on sait qu'il n'y en a qu'un qui peut jouer, hein. Donc ça fait déjà beaucoup. C'est pour ça que je trouvais qu'il y avait un faux débat par rapport à ça, par rapport à la succession d'Hugo Lloris. Sur la France, sur les clubs français, le fait qu'il y ait des gardiens étrangers qui arrivent, c'était pas un niveau des gardiens français qui régressait, c'était le fait qu'il y ait plus de gardiens étrangers, ça venait de quoi? Aussi de clubs, d'entraîneurs étrangers ou... Ouais, comme je vous l'ai dit, hein, dans les autres clubs, ils se sont mis aussi à commencer à travailler sur la formation plus jeune, de plus en plus jeune, comme c'était le cas en France. Donc forcément, ben, ils ont rattrapé un petit peu le retard. Et après, ben voilà, il y a des bons gardiens qui arrivent de partout, quoi. Tu es aujourd'hui entraîneur des gardiens à Strasbourg, tu es revenu à Strasbourg après y avoir joué, tu as fait une longue carrière, tu as joué dans plusieurs clubs, mais tu es plus affilié à Strasbourg, comment tu l'expliques? Bah, après, ça ressemble quand même beaucoup à ma mentalité et à mes origines, hein. Moi, je suis de Montbéliard, l'est de la France, donc c'est quand même pas très très loin. Moi, j'ai toujours beaucoup apprécié ce club, les valeurs qu'il pouvait dégager, que ce soit le club, la région. Donc voilà, peut-être aussi pour ça. C'est peut-être aussi pour ça que j'ai passé pas mal de temps ici, quoi. Concernant ta carrière d'entraîneur des gardiens, tu as fini ta carrière à Boulogne, tu as entraîné un peu à Boulogne, ensuite Valenciennes, l'Olympique de Marseille. Est-ce qu'il y a une certaine progressivité aussi chez les entraîneurs de gardiens pour passer les étapes au même titre qu'un joueur ou pas? Oui, en tout cas, j'ai passé 3 années à Boulogne magnifiques. J'ai eu l'opportunité de me former tranquillement dans un club familial avec vraiment des gens très très bien. Et je garde un super souvenir. Après, Valenciennes, c'était une opportunité. Et puis après, j'ai eu l'opportunité à Marseille. C'est comme joueur, hein, c'est comme joueur. On sait que ça fait partie, les opportunités, il faut savoir les saisir. Et puis j'avais envie de connaître le haut niveau. Donc c'est vrai que j'ai profité pleinement de mes 5 saisons à Marseille. Et comme je vous le disais, par rapport à ma carrière de joueur, aujourd'hui, j'ai zéro regret. J'ai fait les 5 années que je devais faire. Donc, et puis là, bah, je continue ma route pour l'instant avec le Racing. Est-ce que l'entraîneur des gardiens, quand il a été gardien de but professionnel, est-ce que l'entraîneur des gardiens, il ressemble au gardien qu'il était ou pas? Ça dépend, hein, ça dépend avec les effectifs que vous avez. Moi, je crois que c'est important, c'est de garder sa personnalité et puis de transmettre au maximum et de s'adapter par rapport au profil qu'on peut avoir entre nos mains, je dirais. Et puis après, ben, c'est amener son expérience, son vécu et sa personnalité et sa méthodologie à nos gardiens de but. Si tu devais te décrire, tu étais quel type de gardien en tant que joueur? Moi, je pense que j'étais un gardien complet, certainement, avec certainement un bon pied gauche. Voilà, donc avec une lecture de jeu aussi qui était plutôt bonne. Donc voilà, donc je suis plutôt un gardien complet. Mais je crois que aujourd'hui, par rapport au jeu actuel, c'est plus toute mon expérience et mon vécu qui me sert que voilà, je crois que c'est important de transmettre son vécu aussi, surtout aux jeunes, quoi. Et quel type d'entraîneur des gardiens tu es donc? Bah, je suis un entraîneur exigeant, comme j'ai été exigeant avec moi-même durant toute ma carrière. Je pense que les valeurs, c'est important de travail, de respect. Mais on le sait, je crois que moi, j'ai toujours, pour l'instant, j'ai eu que des gardiens qui comprenaient vite, vite, vite ça. Et je crois que le lien entre nous est hyper important. Alors, souvent, il se fait naturellement. Parfois, ça prend aussi un petit peu plus de temps parce qu'il faut se découvrir, se connaître. Mais je crois que ce lien, au-delà du travail, c'est vraiment un plus on sait que dans une carrière, il y a des moments qui sont un petit peu plus durs. Et c'est ces liens-là qui vous permettent de mieux passer ces moments qui peuvent être un peu plus difficiles. Et je crois que la connexion
entre le gardien et son coach, elle est indispensable. Si on veut vraiment tirer au maximum de nos gardiens, je crois que c'est important parce que on sait que s'ils sont là, c'est qu'il y a forcément des qualités. Donc l'accompagnement, nous, on est là vraiment pour les accompagner le mieux et le plus loin possible. On parlera de Strasbourg à la fin de cet entretien. On va s'arrêter un peu sur ce passage à Marseille. Tu parlais d'opportunités. Comment ça s'est fait du coup? Bah, en fait, il cherchait un coach des gardiens et puis on a glissé mon nom à Marseille. Donc après, j'ai été reçu par Marcelo Bielsa. On a eu un entretien de 2 heures qui s'est très très bien passé. Et donc, c'est parti comme ça. Moi, j'avais envie de découvrir aussi un grand club. J'avais aussi la chance de connaître Steve sur les terrains. Je l'ai croisé. On a joué l'un contre l'autre quand il était au Havre et quand moi j'étais à Strasbourg. D'ailleurs, moi je me souviens à l'époque, c'était une petite anecdote, mais j'avais gagné l'étoile d'or, et lui, il avait été deuxième. Donc voilà, on avait des choses quand même en commun, on se connaissait. Et puis voilà, Marseille, quand on a l'opportunité, il faut y aller, quoi. 2 heures d'entretien avec Marcel Bielsa, c'est quoi? C'est un interrogatoire ou comment ça se passe? T'exposes tes idées? Ça Ouais, s'est ouais, passé ouais, comment? ouais, ouais, c'était un partage, quoi, hein. Il voulait savoir un petit peu comment je travaillais, ma méthodologie, comme lui travaillait, si moi j'étais capable de m'adapter à sa méthode. Donc, non, non, c'était hyper, hyper, hyper enrichissant. Voilà, même si c'était un petit peu court, mais en tout cas, moi je garde un grand souvenir et un grand respect pour Marcelo. Parce que le jour où il est parti, j'ai trouvé sur mon bureau un petit mot de remerciement par rapport à ce que j'ai fait pendant le temps qu'il y travaillait, plus un livre sur les gardiens de but. Donc, ouais, c'était un grand monsieur. Il y a beaucoup de mythes, de légendes sur Marcelo Bielsa, mais concernant les gardiens de but, quelle est sa vision du poste de gardien de but? Qu'est-ce qu'il te demandait? Comment il voit les choses, lui? Bah lui, c'était déjà un Marcelo, quelqu'un qui voulait que son gardien participe maximum avec l'équipe, soit concerné par le jeu. Donc forcément, bah, le jeu au pied, quoi, hein. Donc moi, j'avais la chance d'avoir de très bons gardiens sur le jeu au pied. Donc, mais comme moi, c'était dans ma philosophie, ça m'allait parfaitement. De temps en temps, il me disait, je vais t'envoyer un ou deux joueurs pour frapper avec toi et tout. Et je lui disais, coach, c'est bon, j'ai pas besoin et tout. Il se demandait pourquoi je lui disais tout le temps ça, parce qu'il était quand même très pris dans ses entraînements. Et une fois, il regardait un peu ma séance et il est venu vers moi et m'a dit, Stéphane, je comprends pourquoi maintenant. Tu veux pas de joueurs. Il y a une vidéo de la séquence dont tu parles Euh, sur Internet. mm. Il est impressionné de voir, c'est sur une séance de coup Ouais, franc, ouais, ouais. c'est ça? Ouais, ouais, c'est un peu ça parce que on aimait bien rester un petit peu. Et moi, quand j'avais fini ma séance, je restais avec les joueurs, on frappait. Donc voilà, donc voilà, c'était un peu ça, oui. Concernant ce pied gauche, il te vient d'où? C'est uniquement de l'avoir travaillé à Sochaux ou Je l'ai travaillé très jeune. Souvent, on dit que les gauchers, on est différents. Je l'ai forcément travaillé, hein. Je l'ai forcément travaillé tout au long de ma carrière. Et puis, j'ai toujours pris beaucoup de plaisir à mettre les ballons, à trouver les bons angles, à trouver les bonnes zones, parce que j'avais envie de mettre des bons ballons et de réussir ce que je voulais, quoi. Donc, c'est ce que j'essaie de dire à mes gardiens sur les gammes techniques. Et je pense que c'est les jeunes, ils doivent prendre conscience de ça parce que les gammes techniques, c'est hyper important, la base, pour que après, bah, ça devienne naturel, quoi. concernant le jeu, tu dis que Marcelo Bielsa était occupé par les joueurs, toi tu étais avec les gardiens, du coup tu étais en autonomie ou il avait des directives un peu en fonction de ce qu'il voulait mettre en place, parce qu'il s'adaptait beaucoup à l'adversaire. Du coup, est-ce que toi, en début de semaine ou 15 jours avant, il te donnait des directives pour travailler Non. des choses? 100% confiance sur mon travail. À aucun moment, il est venu me dire, ouais, bah, il faudrait que tu fasses ci, Steph, il faudrait que tu fasses ça. Non, non, il avait beaucoup de respect et c'est ce qu'il m'a dit sur son petit mot par rapport au travail que j'ai pu effectuer avec lui. Concernant les longues périodes de mise en place de Marcelo Bielsa à l'OM, toi, c'était quoi ton travail en tant qu'entraîneur des gardiens sur ces périodes-là? C'était d'être derrière le but avec les gardiens ou de prendre du recul? Comment tu Ça, voyais les situations? ça dépendait parce que souvent il y avait aussi des exercices à côté. Donc bah, quand j'étais dispo, je venais là aussi. Après, j'avais un gardien expérimenté dans le but avec Steve, hein. Donc on était aussi souvent occupé sur d'autres ateliers parce que Marcelo avait beaucoup d'exercices. Donc il fallait s'adapter. Et c'est ça où aussi j'ai beaucoup, beaucoup appris avec Marcelo. C'est que voilà, la capacité d'adaptation devait être très, très, très grande.
parce qu'il y avait une méthodologie un petit peu différente avec beaucoup d'exercices. On switchait d'un exercice à l'autre. Donc voilà, il fallait pas dormir. Dimanche dernier, tu as retrouvé et Julien Stéphan et Steve Mandanda. Du coup, Steve Mandanda, tu l'as eu à l'entraînement à Marseille. Tu parlais d'un gardien expérimenté, mais qu'est-ce qu'on travaille au quotidien avec un gardien qui est déjà au top niveau? Principalement, c'est de l'accompagnement. Mais après, on sent que le gardien, il a envie de continuer à progresser. Donc après, c'est des gammes, hein, beaucoup de gammes techniques. Nous, on a beaucoup continué à travailler le jeu au pied parce que la demande était importante avec Marcelo. Souvent, voilà, on restait en fin de séance avec Steve pour travailler sur la précision. Et toujours pareil, l'envie que ça soit moi ou lui qui soit le meilleur dans la précision. Donc, Il y avait un challenge entre vous sur les jeux de précision? ouais, on essayait, on essayait. Ouais, ouais, sur tout ce qui était relance, volée, demi-volée, au sol. Donc voilà, parce que Steve aussi, c'est quelqu'un de passionné, donc c'est aussi plus facile. Et le vainqueur, généralement? Je sais plus, ça fait trop longtemps ça. Concernant l'OM, après donc changement de coach, il y a une période, un peu plus de battement et après il y a l'arrivée de Rudy Garcia. Là pareil, nouveau coach, comment est-ce que tu t'adaptes aussi? Comment Ouais, ouais, exactement. Je crois que c'est aussi un critère très important par rapport à notre poste d'entraîneur gardien, c'est il faut être capable de s'adapter au changement et au coach et aux demandes, s'il y a des demandes. Donc, moi, de toute façon, du moment où je suis allé à Marseille, je savais très bien que il y aurait quelques secousses. la durée de vie d'entraîneur à Marseille, elle est, Voilà, comme un petit peu partout aujourd'hui, hein, mais peut-être encore plus à Marseille. Donc, on sait qu'il y a des secousses, qu'il peut y avoir des changements. Je veux dire, si on ne peut pas s'adapter, il ne faut pas faire ce métier-là. Donc voilà, donc ça, c'est intégré, il faut l'intégrer pour rester performant dans notre domaine. différents coachs, mais toi tu resté 5 ans Mm. à Mm. Marseille. C'est une fierté d'être resté quand même avec les différents coachs, Exactement, exactement. Ouais, cinq saisons. Et c'est vrai que même quand je suis parti, j'étais sous contrat. À l'époque, Andoni Zubizarreta voulait absolument me garder, mais une condition de Villas-Boas, c'est qu'il venait avec tout son staff. Donc malheureusement, moi, je faisais pas partie de son staff. Donc voilà, donc on s'est séparés à la main, mais très respectueusement. Mais moi, je savais, hein, de toute façon, qu'en étant dans un club comme ça, on peut être exposé aussi avec un coach qui vient avec tout son staff. On a beau bien travailler, faire du bon travail. Voilà, ça fait partie du métier aussi et il faut l'accepter. ouais, parce que maintenant les staffs sont composés d'analyse vidéo, d'adjoints et d'entraîneurs des gardiens. Donc si toi tu es entraîneur des gardiens mais que tu fais pas partie d'un staff avec un entraîneur principal, t'es t'es exposé à ça. Exactement, de plus en plus, parce qu'on voit aussi qu'il y a de plus en plus de coachs étrangers qui viennent dans notre championnat. Donc voilà, on sait que ça soit un coach numéro un, encore plus, hein, qui est exposé. Mais voilà, tous les postes sont exposés, les staffs sont élargis. Donc c'est aussi le milieu du foot qui évolue. Sur la saison 2017-2018, Steve Mandanda se blesse sur la fin de saison. Johan Pelé, qui était la doublure, fait un parcours, joue plusieurs matchs. Est-ce qu'il y a eu des doutes sur la fin de saison, notamment au niveau des échéances à venir, ou c'était établi au-delà des performances? Non, 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 le discours était toujours clair et net. Et Yo, il savait très bien pourquoi il était là. Il était là aussi, mais il l'a montré parce qu'il a fait une saison en tant que numéro un. Et c'est pareil, hein, il a relancé sa carrière d'une manière incroyable à Marseille. Et c'est vrai que du moment où Steve était revenu, il savait que voilà, il était là aussi en cas de coup dur, mais à chaque fois qu'il jouait, il répondait présent. Donc ça, c'est hyper précieux, quoi. Par rapport à tout ce qu'il avait vécu avant, ce retour à Marseille, est-ce que toi, ça t'a impressionné quand tu voyais son parcours avant? C'est moi qui l'ai fait venir à Marseille. Donc moi, je connaissais très très bien Yo. On cherchait une doublure expérimentée et il devait signer à Bastia normalement. Et donc on a fait le forcing. Et j'ai fait le forcing pour récupérer Yo. Donc voilà, c'était un gardien qui avait un grand avenir, qui a eu des pépins physiques, mais qui a su se relever et se relancer. Et ça, c'est une grande force. C'est dur de trouver une doublure quand il y a un numéro un comme Steve Mandanda. Il faut bien définir le profil parce qu'on sait très bien qu'on a un numéro un qui est très solide. Et donc voilà, c'est juste bien définir les profils qu'on doit prendre.
Mais quel discours tu peux avoir quand tu proposes de jouer? Parce que même si le gardien il vient, il a quand même cet esprit compétiteur, il va vouloir jouer peut-être à un moment donné. Quel discours toi, en tant qu'entraîneur des gardiens ou l'entraîneur principal aussi ou le directeur sportif, vous pouvez avoir pour des doublures quand il y a un numéro un solide et installé comme ça? Bah, c'est le fait déjà d'être à Marseille, hein, d'avoir l'opportunité d'être dans un grand club. On sait que bah, souvent il y a championnat et Coupe d'Europe, il y a beaucoup de matchs, donc forcément il y a des possibilités de jouer et le fait bah, d'être dans un grand club, simplement. Brice Samba que tu as eu à l'entraînement, à Marseille, Mhm. tu le voyais arriver, si haut ou pas? Oui, oui, puisque moi je l'ai même proposé à un moment donné quand Matt s'était attaqué, voilà, il y avait des possibilités sur certains clubs qui pouvaient peut-être le prendre sur la période de transfert. Moi, on m'avait posé la question si j'avais réfléchi un petit peu à une liste et je leur avais dit oui, oui. Et mon numéro un, si Matt se doit partir, ça sera. Moi, j'aimerais en tout cas, ça serait Brice Samba parce que Brice, je l'ai connu. C'était avant qu'il signe à Lens? Exactement, exactement. Il était à Nottingham, donc moi j'ai bien suivi son évolution. Ces 3 années à Nottingham, c'est exactement ce qu'il lui fallait pour s'évaluer et pour progresser. Et Brice l'avait compris, mais moi je savais que Brice voulait revenir en France pour montrer voilà, ce qu'il n'ait pas pu vraiment montrer, parce que quand je parlais de Ter Stegen avec Neuer, Brice Samba, c'est exactement la même chose avec Steve Mandanda à Marseille, hein. C'est exactement pareil, hein. Donc voilà. Mais comme je vous l'ai dit, gardien de but, à un moment donné, bah, il faut savoir aussi être patient. Et puis, quand on a le talent et qu'on travaille, en principe, on est récompensé et c'était le cas. Oui, parce que même son année où il est prêté à Nancy, il n'est pas titulaire, indiscutable à Nancy qui est champion de Ligue 2 l'année-là, mais il s'impose pas non plus à Nancy, donc il y avait d'autant plus d'être prêté, cette frustration de Non, mais ça fait partie du processus, hein. C'est pas parce qu'on est prêté qu'on va aller jouer, mais par contre, c'est formateur quand même, parce que forcément, quand on a un garçon comme ça, on retire des choses de chaque expérience. Et c'était le cas aussi. C'était le cas aussi. Ça l'a fait grandir. Plus, on va dire, en tant qu'homme qu'en tant que gardien de but. autre, gardien que tu as entraîné à Marseille, qui est passé à Marseille, Edouard Mendy. Même question que Brice Mhm. Samba, mais est-ce que tu soupçonnais, alors déjà qu'il aille si haut, mais surtout une explosion si rapide? À partir du moment où il allait être installé en Ligue 1, qu'il avait toutes les capacités pour aller très vite vers le très haut niveau? Bon, l'histoire, elle est magnifique, hein. L'histoire, elle est magnifique. Elle est rare, mais magnifique. Et ce qu'il faut savoir, c'est que normalement, Edouard devait signer 3 ans à Marseille. On avait validé, on avait tout validé. Moi, quand je l'ai récupéré à l'entraînement, en fait, on cherchait un gardien pour l'équipe réserve. Et quand on nous l'a proposé à l'essai, moi, je l'ai pris 2 jours et j'ai dit, on le prend tout de suite. Je dis, par contre, il va s'entraîner avec moi. Et très vite, on a vu qu'il avait de grandes capacités. Et normalement, il devait signer pro et rester chez nous. Mais le problème, c'est qu'à l'époque, on avait pas mal de gardiens. Mais moi, je trouvais pas que c'était un problème. On devait prêter un gardien et que finalement, on n'a pas pu le prêter. Donc, en fait, on n'a pas pu le faire signer. Moi, j'avais dit, écoute, Edouard, je ferai le maximum pour te trouver un club. Après, j'ai pris certains contacts avec des clubs. J'ai envoyé des vidéos au Stade de Reims, qui était entraîné par Michel Derzakarian en tant que coach et par Sébastien Hamel en tant que coach des gardiens. J'ai envoyé des vidéos parce que je filmais mes séances et eux, ils ont validé tout de suite. Alors moi, j'ai essayé de gagner du temps pour le garder, mais comme on n'arrivait pas à libérer la place, donc Edouard a décidé de signer à Reims en Ligue 2. Et donc il est allé là-bas en tant que numéro 2. Et j'avais dit à Edouard, écoute, Edouard, franchement, si tu fais ça, ce que tu fais avec moi là, à Noël, c'est toi qui vas jouer et ta carrière va se lancer. Après, dire ouais, je savais qu'il allait au-dessus, ça c'est plus compliqué. C'est que comme le petit N'Golo Kanté que j'ai connu à Boulogne, pour dire qu'il allait jusqu'à Chelsea, c'est compliqué. Mais par contre, la grande force de ces joueurs-là, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un step qui est ici, eh ben, ils savent le passer, quoi. Et ils s'adaptent à chaque division. C'est ce qu'il a fait, Ligue 1, Ligue 2, Chelsea, Ligue des Champions. Donc l'histoire, elle est exceptionnelle. On va passer à la dernière partie de cet entretien sur Strasbourg. Actuellement, tu es l'entraîneur des gardiens et pour commencer cette partie, on va passer à la question mystère. C'est la question soit d'un proche, soit d'un coéquipier, soit d'une personne qui te connaît bien. Donc je vais te la faire écouter et je te laisserai y répondre. Salut Stéphane, je te connais maintenant depuis 3 ans. Je loue ton travail et tes compétences sur l'entraînement des gardiens de but au quotidien. J'avais une question, ou plutôt deux, à te poser à ce sujet, à savoir comment tu vivais personnellement l'évolution du gardien de but
depuis que quelque part tu as raccroché les crampons? Et la deuxième question, c'était comment tu vois le rôle du gardien de but dans un futur proche à 4-5 ans? Ouais, c'est des bonnes questions, ça, hein, de petits maths. Alors, Mathieu Le Scornet Ouais. qui a posé la question. Moi, l'évolution, je la trouve super bonne, quoi, parce que comme je le disais, je trouve que la première évolution, c'est la règle de la passe en retrait et qui a quelque part changé, mais nous a aidé finalement, parce que on est beaucoup plus concerné par le jeu, quoi. Et ce que je le disais tout à l'heure, je trouve que c'est bien parce que en termes de concentration, on sait qu'à tout moment, le ballon, il peut revenir chez nous, quoi. Donc, et puis, on est plus imprégné dans le jeu. Et après, c'est la loi du 6 mètres, le fait qu'on puisse repartir dans notre surface, avoir nos défenseurs. Ça, c'est encore une évolution dans le jeu au pied court, sur la prise d'information, donc avec pression, sans pression. Donc, je trouve que toutes les évolutions, elles sont vraiment très, très bonnes. Je trouve que le poste de gardien de but est plus valorisé aujourd'hui parce que certainement on touche peut-être un peu plus de ballons. Alors, à contrario, c'est aussi difficile parce que il y a une prise de risque qui est peut-être un petit peu plus importante qu'avant sur les relances selon les coachs. Selon les coachs. Donc forcément, la prise de risque est un petit peu plus importante. Donc moi, je pense que ça, pour répondre à Mathieu sur la deuxième question, je pense que ça va continuer à évoluer dans ce sens-là. On va avoir des gardiens toujours de plus en plus à l'aise dans le jeu au pied avec ses prises de risque. Mais je trouve que vraiment, les évolutions, pour moi, elles sont hyper positives parce que je trouve que bon, avant, on parlait du gardien, mais sans plus, quoi. Alors qu'aujourd'hui, en plus, on sait que c'est un poste qui est hyper décisif. Donc, le gardien de but a pris vraiment beaucoup, beaucoup d'importance. Mais est-ce que c'est pas un poste qui devient plus difficile et peut-être même trop difficile si on vient à regarder chez les jeunes gardiens, dans la mesure où on leur demande de jouer au pied, avant on leur demandait de faire des arrêts. C'était déjà difficile de Oui. faire des arrêts avec la pression inhérente au poste, même chez les petites catégories par rapport à l'erreur. Est-ce que là, si en plus on leur ajoute le fait de jouer au pied, de prendre en plus des risques sur le jeu au pied, est-ce que c'est pas un poste qui devient trop difficile? Est-ce qu'il n'y a pas un curseur à trouver ou pas? Il y a forcément un curseur à trouver, il y a forcément un curseur à trouver. Mais je trouve que c'est plutôt valorisant. Et là, après, c'est au garçon qui est dans le but, qui est en action, qui doit trouver la bonne mesure, quoi, la bonne mesure de la prise de risque par rapport aux éventuelles conséquences. Mais je pense sincèrement, c'est des bonnes évolutions. Alors après, il ne faut pas tomber dans l'extrême. Ça aussi, après, c'est au coach dans le discours de rassurer par rapport à tout ça. Mais voilà, l'erreur, elle existera toujours, toujours, toujours. Ça, on ne peut pas faire autrement. On parlait de valorisation du poste, de connaissance du poste, de faire connaître le poste. Pourquoi tu filmes tes séances et pourquoi tu les diffuses sur les réseaux sociaux? On voit que tu diffuses tes exercices. Comment ça t'est venu? Pourquoi? Moi, déjà, j'ai rien à cacher. Moi, j'ai envie de partager et de transmettre aussi. Si ça peut aider des jeunes entraîneurs aussi dans le milieu amateur qui n'ont pas de support ou qui manquent peut-être des fois parfois d'idées et d'outils. Moi, je viens du milieu amateur, comme je vous l'ai dit, hein. Mes parents ont fondé un club avec la famille et tout, donc je sais ce que c'est. Et puis, c'est parti aussi un petit peu de mon fils sur ma dernière année à Marseille, ma 6e année où j'étais off, après avoir rompu mon contrat. J'avais plein, plein, plein de clés USB et puis je disais finalement à Nolan, t'as vu Nolan, tain, j'ai plein d'images, j'ai plein de choses et puis finalement pour l'instant ça me sert pas que ça me sert pas, mais tu penses que si je me mets sur les réseaux et sur Insta, je fais passer les entraînements et il me dit ben Hmm. oui, vas-y, vas-y. Et puis je me suis lancé. Je suis arrivé à Marseille, j'avais 2500 followers, comme on dit. Bon, maintenant j'en suis à 100, donc c'est pas mal. C'est pas mal. Non, non, je suis content. Mais voilà, moi je le fais vraiment dans le but de montrer, de partager, pas pour montrer ce que, voilà, ouais, non, non, c'est pour aider, pour montrer, parce que j'ai envie de partager tout ça, quoi. Cette saison, il y a eu le départ de Matt Sells à gérer en cours de saison. Comment toi, personnellement, tu l'as appris et géré surtout sur l'adaptation, sur la suite de la saison? Bon, on sait que dans un mercato d'hiver, ça peut aller très très vite. Moi, je l'ai vécu en tant que joueur, hein. Je l'ai vécu en tant que joueur. J'ai fait un mercato, je suis parti aussi très très vite avec des opportunités. Bon, il faut pas, voilà, on savait très bien qu'à un moment donné, Mats, il allait être sollicité. Alors peut-être qu'on s'attendait pas à ce moment-là. On sait que ça fait partie. Donc, comme je vous l'ai dit, il faut s'adapter.
On n'a pas le choix, de toute façon, parce que c'est le joueur aussi qui décide, qui a une carrière à gérer, donc c'est des opportunités. Donc voilà, ça pouvait arriver, c'est arrivé. Il faut se poser le moins de questions possible et puis continuer à travailler, à faire surtout confiance aux joueurs qu'on a dans les mains et dans les pieds. Tu as une programmation sur l'année avec tes gardiens en début de saison, tu réfléchis. Est-ce que tu as dû l'adapter sur le fait que maintenant tu avais un gardien qui était plus jeune? Est-ce qu'il y a eu une adaptation là-dessus et sur quoi tu as dû t'adapter? Non, pas forcément, parce qu'on sait que tout peut arriver dans le football, que ça soit un transfert, que ça soit une blessure, tout va très très vite. Donc les garçons, quand ils sont là, ils savent qu'à un moment donné, il peut y avoir une opportunité. Et s'ils sont là, c'est qu'ils veulent aller au niveau. Donc bien sûr qu'ils travaillent pour y arriver, et ils travaillent surtout voilà, pour pouvoir jouer. Donc des fois, ça va plus vite, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça va plus vite que prévu. Là, c'était le cas, donc il faut s'adapter. Quelle préparation tu as eu quand le premier match du nouveau gardien, c'est le PSG? Préparation habituelle, hein. On a fait notre vidéo avec Alain, présentation de l'adversaire. On a pensé aussi à son match. Donc voilà, après, c'est allé très vite. Voilà, le lendemain, on était déjà dans le grand bain. Je crois qu'il n'y a pas 1000 questions à se poser. On sait qu'à un moment donné, ça peut arriver. Là, c'est le moment, donc il faut y aller. Est-ce que le fait de réussir le premier match, ça aide ou ça peut être, entre guillemets, un faux ami? C'est dur de répondre à cette question parce que tellement tous les matchs sont différents et que je pense qu'on doit juger un gardien sur sa régularité. Donc, juger un gardien sur un match, deux matchs, je pense pas que ça soit très objectif. Donc moi, et c'est le discours que j'ai avec Allah, c'est la durée, quoi. C'est la durée. Parce que quand on commence, bien sûr, c'est très bien, mais si on veut durer, il faut vraiment être régulier. C'était la grande force de Mats. Ce week-end, c'était le premier match, hormis la Coupe de France où il n'a pas pris de but. Est-ce que tu le savais? Est-ce que c'est une stat anecdotique pour toi ou est-ce que c'était dans un coin de ta tête Non, et de mais la sienne? pour un gardien, c'est toujours valorisant, c'est toujours bien de ne pas prendre de but. Après, l'important, c'est de rester performant, même si on doit faire un 1, si on doit faire 2-2. Mais bien sûr, pour un gardien, on le sait quand on fait un clean sheet ou pas. Mais non, non, c'est un petit plus qui est toujours valorisant, je trouve. Tu as connu Strasbourg avec Julien Stéphan quand l'équipe a fini sixième. Il y a une période un peu plus compliquée cette saison. Quels sentiments t'ont traversé sur cette période-là? Est-ce que c'était ta carrière de joueur là-dessus, t'as pu te servir par exemple? Ouais, parce qu'on sait que quoi qu'il arrive, qu'on soit bien, qu'on soit moins bien, je crois qu'il faut garder d'humilité. Beaucoup d'humilité parce qu'on sait que dans une saison, d'une saison à l'autre, ça va très vite. Nous, on a eu notre exemple sur la saison dernière où sixième et après, on a eu vraiment une année difficile. On le voit avec Brest cette année. Donc voilà, je crois qu'il faut savoir rester humble quand ça va et quand ça va pas bien aussi. La saison d'avant, c'est pas enflammé non plus parce que voilà, on sait que d'une saison à l'autre, l'équilibre de l'équipe, c'est fragile. Il suffit qu'on ait un petit peu moins de réussite, qu'on ait quelques blessés. Et c'est ce qui s'est passé, hein. Au lieu de gagner ou de faire match nul, eh ben on perd. C'est plus la même chose, hein. On marque plus de points. Et puis les turbulences à Strasbourg, elles sont un peu plus faciles à gérer qu'à Marseille. C'est différent parce que l'attente, même si ici il y a un public incroyable parce qu'on voit, on a un guichet fermé quasiment tous les matchs. Mais c'est évident qu'à Marseille, il y a une pression qui est plus importante, ça c'est évident. Le maintien, il est en bonne voie. Il est en très bonne voie, c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut rester humble parce voilà, tout le monde va se battre, hein. Aujourd'hui. Rester en Ligue 1, avoir un club en Ligue 1, moi je le répétais souvent à des connaissances à Sochaux, je trouvais qu'à l'époque, ils n'avaient pas conscience de la chance qu'ils avaient d'avoir un club en Ligue 1 parce que les gens râlaient, on voit pas des bons matchs, on se voilà, fait un au match. Et je leur disais, mais vous vous rendez pas compte ce que c'est aujourd'hui d'avoir un club en Ligue 1 comme pour une ville comme Sochaux, Montbéliard. Aujourd'hui, on voit tous les clubs qui sont en difficulté. Et avoir un club en Ligue 1 aujourd'hui, c'est bien parce que c'est devenu de plus en plus difficile. Merci Stéphane. On va passer à la toute dernière partie de cet épisode. C'est le face-à-face. Une question, une réponse. Voilà, on y va. Ton plus bel arrêt? C'est dur. À Guingamp, il y en avait eu un sur ma gauche, un arrêt assez proche. Peut-être celui-là.
Le match où tu t'es senti le plus fort? Il y en a eu quelques-uns aussi, mais peut-être à Lyon où j'avais tout sorti avec le A. Je crois que j'avais arrêté un penalty. À l'époque, je crois que j'avais eu 9 dans l'équipe. Donc celui-ci est peut-être en Coupe d'Europe où on gagne l'Intertoto et j'arrête 3 pénaltys sur 3. Donc oui, ça fait partie des bons moments. Ta charnière préférée? Hein, pas facile, mais allez, je vais dire ma première parce que quand on commence en Ligue 1, c'est vieux, hein, c'était en 93, c'était Farouk Hadjibejic et Franck Sylvestre. C'était un petit peu à l'ancienne parce qu'on jouait avec un stopper et un libéro, mais bah, c'est des joueurs de grande expérience avec grands professionnels et très exigeants. Et ces années-là m'ont beaucoup aidé aussi dans tout ce qui était bah, voilà, de rigueur et j'ai beaucoup appris dans ces années-là. L'attaquant le plus coriace? Avec qui j'ai joué ou contre? Comme tu veux. Bon, après, moi, j'ai beaucoup aimé ici bah, Mamadou, hein. Mamadou et Mika, deux styles complètement différents, Mika Pagis et Mamadou. Et après, moi, j'ai eu quand même la chance de jouer contre Ronaldinho. Donc voilà, après c'est toujours bien de s'évaluer contre des grands joueurs. Et ça, je retiens aussi de Marcelo. Marcelo Bielsa disait, quand en face, il voyait qu'il n'y avait pas les meilleurs joueurs, il était déçu parce qu'il voulait que son équipe joue contre les meilleurs joueurs. Et c'est vrai qu'à l'époque aussi, j'avais joué David Ginola à Paris. Ils avaient la grosse équipe avec George Weah. Donc voilà, c'est des très bons joueurs. Paoletta aussi. Donc il y en a pas mal, hein, c'est dur d'en dire qu'un. Ce qui te fascine chez les gardiens? C'est la passion du poste et puis la remise en question. La remise en question. Et de temps en temps, je pense que les joueurs pourraient prendre un petit peu exemple sur nous parce que nous, la remise en question, elle est permanente, hein. Moi, des fois, quand je vois un peu les joueurs qui s'entraînent un peu à moitié, qui ont tendance un peu à se relâcher, nous, si on peut pas faire des séances à demi-séance parce que derrière, si on fait à moitié les choses, et il y a souvent des buts, hein. C'est difficile de se cacher. Ah, exactement. En 2005, être meilleur gardien France Football ou gagner la Coupe de la Ligue? Forcément être meilleur gardien parce que c'est quand même même si gagner la Coupe de la Ligue, c'est une récompense collective, mais voilà, être numéro un en France, bon, c'est quand même valorisant. Le geste que tu préfères? Pour moi, qu'on ne voit plus, c'est une relance en demi-volée. C'est la demi-volée que moi j'utilise toujours. Et ça, c'est mon coach, mon formateur, Jacques Nardin à Sochaux, avec qui je travaillais 12 ans. Et c'est vrai une époque, on voyait les gardiens relancer. Maintenant, ils relancent avec un peu la volée sud-américaine, que moi je ne maîtrise pas. Mais la demi-volée, j'aime beaucoup. L'exercice que tu détestais mais que tu programmes aujourd'hui à tes gardiens? Non, justement, puisque ça fait partie des choses dans ma carrière où il y a des choses que j'aimais pas forcément. Bah, j'allais pas retranscrire ça. Et c'est là aussi où il faut avoir cette pédagogie bah, pour amener au mieux nos gardiens. Donc ça, non. La Coupe de l'UEFA 99 avec Montpellier ou 2005 avec Strasbourg? Euh, Avec Montpellier, parce que c'est quand même. On l'a eu parce qu'on a gagné l'Intertoto. Et c'est vrai que c'est un des matchs qui m'a marqué, puisqu'on va au penalty. Et je me souviens, à l'époque, c'était Jean-Louis Gasset, le coach. Et normalement, le cinquième tireur, c'était le gardien de but de l'équipe adverse qui devait frapper. Il m'a dit, de toute façon, lui, il n'arrivera pas. C'est toi tu vas les arrêter avant. Et j'avais raté effectivement les 3 pénaltys. Ton modèle? Alors, moi, quand j'étais jeune, j'aimais beaucoup Gaëtan Huard dans ses sorties, dans les pieds, dans ce calme et vraiment dans les 1 contre 1, il était impressionnant. J'aimais bien aussi ses tenues. Alors, bon, j'ai aussi beaucoup aimé Joël Batz par son pied gauche. J'avais pas une référence, mais voilà, j'avais quand même des petites préférences par rapport à ça. Quand tu vois Sochaux aujourd'hui, tu te dis quoi? Ouais, c'est dur, dur. Et comme je vous le disais auparavant, c'est que aujourd'hui, pour avoir un club en Ligue 1, c'est très, très, très difficile. Donc c'est dommage voilà, qu'il n'y a pas eu une prise de conscience. Après, on sait que quand les clubs sont vendus, c'est toujours particulier. Donc voilà, ça s'est mal passé, mais c'est pas arrivé qu'à Sochaux. L'entraîneur qui comprenait le plus le poste de gardien? Hmm, c'est dur, hein. C'est dur, hein, parce que les coachs, hein, souvent hein, avec les gardiens. Non, l'important, c'est quand même de beaucoup échanger. Et moi, quand j'ai commencé, c'était Sylvester Takak.
mon coach. Mon coach des gardiens, c'était Jacques Nardin. Et j'ai commencé assez jeune et j'étais souvent, ils m'emmenaient souvent avec eux en voiture pour aller à l'entraînement parce qu'on devait prendre la voiture pour aller à l'entraînement. Et on a beaucoup échangé. Et ce coach-là m'a beaucoup appris aussi. Donc, je dirais peut-être Sylvester parce qu'on échangeait beaucoup à travers aussi Jackie. Donc, c'était des bons moments, même s'il y a eu des moments difficiles. Quand je passais à travers les entraînements, c'était très dur, mais toujours formateur aussi. Le conseil que tu donnerais au Stéphane Cassard né à Montbéliard? Je ne sais pas si c'est un conseil, mais en tout cas, moi, je continue à m'investir pleinement dans ce que je fais parce que je suis quelqu'un de passionné. Merci Stéphane Merci à d'être toi. revenu sur ta carrière, sur ton poste d'entraîneur des gardiens aujourd'hui à Strasbourg. C'est gentil, merci à toi. Bon match à Toulouse dans quelques heures quand l'épisode sera diffusé et surtout bonne fin de saison avec Strasbourg. Merci beaucoup, merci. Merci à vous également de nous avoir écoutés et j'espère que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous laisse également découvrir les 10 premiers invités de la saison 1. Et puis n'hésitez pas à parler du podcast autour de vous, à vos coéquipiers, à vos amis pour l'encourager et lui donner un maximum de visibilité, mais aussi à le partager sur les réseaux sociaux, le noter, le commenter sur les plateformes d'écoute. C'est important pour que la voix des gardiens résonne encore plus et qu'un maximum de passionnés plongent avec nous dans l'aventure.